me donner ce topo à traiter, qui est un peu loin de ma pratique. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Donc quelques définitions pour savoir de quoi on parle. En fait, dans la littérature, il y a de grandes variations entre ce qu'est de l'arrêt cardiaque réel de l'enfant, donc qui est cette perte de conscience avec arrêt respiratoire et absence de signes de vie, ou la nécessité de réaliser un massage cardiaque pendant plus d'une minute, qui est bien évidemment à différencier de l'arrêt respiratoire qui ne nécessite qu'une suppléance respiratoire. Et ça fait toute la différence en termes de pronostic. Il y a beaucoup de cohortes nord-américaines et asiatiques. Les Japonais sont très présents dans ce domaine, avec chaque fois des moyens d'évaluation neurologique basés sur le PCPC ou le POPC, qui sont des scores de devenir neurologique. Donc le pronostic, de quoi parle-t-on? Parce qu'en effet, quand on parle d'arrêt respiratoire, on voit dans les séries qu'on a des pronostics favorables à 75%, avec des pronostics neurologiques favorables à 80%, plus de 80%, alors que dans l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, les chiffres sont beaucoup moins favorables, avec des survies de l'ordre entre 6 et 10%, et surtout des lésions neurologiques et des séquelles neurologiques à long terme qui sont pas négligeables. Et les articles disent souvent et beaucoup la même chose. C'est un petit peu ce que disait M. Kretman ce matin, c'est que finalement, là, on est au sommet des enfants les plus malades. Et donc finalement, quand ils sont morts, ils sont vraiment très malades. Donc, en termes d'épidémiologie, il y a beaucoup de séries qui ont été publiées, que ce soit des arrêts extra-hospitaliers, des arrêts intra-hospitaliers. Ce qui fait un petit peu la spécificité des enfants, c'est que la majorité des arrêts cardio-respiratoires sont secondaires à un phénomène d'hypoxie et à un phénomène respiratoire. Et quand on s'intéresse aux causes cardiologiques, elles intéressent, que ce soit en extra ou en intra-hospitalier, à peu près un tiers des patients. L'autre spécificité de l'épidémiologie pédiatrique, c'est l'âge moyen de survenue de ces arrêts cardiaques, qui est autour de 1 an. Alors, toutes les séries sont quand même largement impactées parce qu'ils incluent quasiment systématiquement la mort subite du nourrisson. Et ça, forcément, ça va impacter énormément l'âge médian en le tirant vers le bas. Et on verra que ça impacte également le pronostic de ce groupe d'âge. Enfin, l'autre particularité, et c'est qui fait la grande différence avec l'épidémiologie adulte, c'est la façon de s'arrêter de l'arrêt du cœur de l'enfant, qui est majoritairement sont des arrêts non défibrillables, avec le plus souvent une asystolie ou une activité électrique sans pouls. Donc, quand on rentre un petit peu dans le détail, avec cette série de Atkins en 2009, donc pardon, ça va un peu vite. On retrouve les mêmes caractéristiques, à savoir que donc ils font des sous-groupes de classe d'âge avec les enfants qui sont donc les moins de 1 an, les qui sont appelés infants, les children c'est les 1-12 ans, et au-delà ce sont les adolescents. Et on voit que ces cohortes sont majoritairement à plus de 40%, ce sont des enfants de moins de 1 an. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce qui fait la spécificité aussi, c'est donc que la survie globale est autour de 6%, autour de 6-7%, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les enfants quand même et les adolescents ont 2 fois plus de chances de survie à l'arrêt cardiaque par rapport aux adultes. Et cette chance de survie augmente d'autant plus quand on a affaire à une prise en charge médicalisée de l'arrêt cardiaque, et ça heureusement, et encore plus si on a affaire à un choc, à un rythme défibrillable. Alors le problème, c'est que le rythme défibrillable, vous voyez, on va arriver à des taux de survie de 20%, et ça impacte surtout le groupe d'âge des adolescents. Par contre, la rareté de cette entité fait que finalement que la globalité des arrêts cardiaques sont plutôt de mauvais pronostics. Donc, décidément, hop. Donc le pronostic global quand même de l'enfant est meilleur que celui de l'adulte. Si on devait le stratifier, on dirait que les enfants ont meilleur pronostic que les ados et que les moins de 1 an,
qu'il y a quand même une chance de survie qui est multipliée par 2 à 3 par rapport aux arrêts cardiaques de l'adulte, et que est-ce que c'est rentable en fait de traiter ces enfants? Eh bien, c'est difficile. On considère qu'il faut traiter 13 arrêts cardiaques de l'adulte ou de l'enfant ou du nourrisson pour en sauver un, et pour l'enfant c'est 8 à 10. Alors ça paraît comme ça beaucoup de traitements en échec, mais finalement il y a beaucoup de techniques en fait qui sont validées avec les mêmes chances de réussite. Et bien évidemment, je reprends que les meilleurs taux de survie vont au rythme défibrillable. Donc, que disent les recommandations de 2015, que ce soit les recommandations de la société américaine, que ce soit les recommandations de l'ERC, elles se sont mises d'accord et elles sont à peu près univoques. C'est vrai qu'il y a eu un grand élan de l'ECMO dans l'arrêt cardiaque, et finalement, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Ce qu'on retient, c'est qu'on est tous d'accord, et ça fait partie des recommandations fortes, même si c'est qu'un grade 2B, c'est que c'est mieux d'assister les enfants avant l'arrêt cardiaque, et notamment les enfants issus de la filière cardiologique et les enfants présentant des myocardiopathies. Ceux-là, ils ont un vrai bon pronostic, et c'est ceux-là qu'il faut dépister et assister tôt. Par contre, que disent les recommandations en termes de prise en charge de l'arrêt cardiaque? Eh bien, en fait, elles disent que l'ECMO en rescue peut être considéré et doit être considéré essentiellement dans l'arrêt cardiaque pour des enfants issus de la filière cardiologique, donc soit qui ont une cardiopathie congénitale, soit qui ont une myocardiopathie, et des arrêts cardiaques plutôt intra-hospitaliers, et encore ils vont plus loin, dans des unités qui ont des protocoles de prise en charge déjà avec des niveaux d'expertise bien stratifiés. Ça c'est le texte américain, et le texte européen dit exactement la même chose. Donc quand on regarde un petit peu les données de l'ECMO dans l'arrêt cardiaque, les données adultes, mais les séries sont excessivement hétérogènes. Il y a cette revue de 2016 d'Ortega en fait qui mélange un peu tout avec des séries de cas, des case reports, des séries un petit peu plus longues. Ce qu'on retient, c'est que la survie globale des arrêts cardiaques extra-hospitaliers de l'adulte pris en charge en ECMO, eh bien, on a une survie autour de 22% avec un devenir neurologique favorable autour de 13%. Encore une fois, c'est des chiffres, c'est comme toutes les revues, c'est des chiffres à manier avec prudence, tant l'hétérogénéité est importante, et surtout chez l'adulte on voit émerger avec les nouveaux critères de Maastricht 3, bientôt 4, la possibilité de donneurs potentiels dans ces patients branchés en ECMO. Alors là, bien évidemment, il y a des enjeux éthiques, des enjeux économiques quant à savoir jusqu'où doit-on aller. Quand on regarde les données pédiatriques, donc il y a plusieurs articles, donc je me suis intéressé à cet article taïwanais en fait qui fait l'état de 11 ans de pratique sur l'arrêt cardiaque intra-hospitalier. Ils ont 54 cas, donc c'est des effectifs beaucoup moindres que par rapport à l'adulte. C'est les limites d'une étude rétrospective, mais qui est relativement bien faite. 70% des arrêts cardiaques étaient secondaires à une cause cardiaque, avec une survie globale à 47% dans cette tranche-là. Et pour les causes extracardiaques, une survie de l'ordre de 44%. Le pronostic neurologique dans leur étude était favorable dans 84% des cas. Donc quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit en effet qu'ils ont eu donc 54 événements d'arrêt cardiaque à l'intérieur de leur hôpital. Tous les arrêts cardiaques sont survenus en plus dans l'unité de réanimation, sauf un pris en charge aux urgences, et avec un devenir neurologique favorable estimé bon pour 21 patients. Ils mettent en évidence clairement une courbe d'apprentissage et une restructuration permanente sur les différentes données de leur étude, avec sur la première période en fait pas de survie, et puis ils ont protocolisé les choses, ils ont préparé leur chariot pédiatrique, leur ECMO pédiatrique, ils ont mobilisé des astreintes avec une équipe vraiment dédiée à la prise en charge de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier et de l'ECMO intra-hospitalière, et on voit que la survie a augmenté pour dépasser des seuils de survie à 50%. Donc comme pour tout, il y a une courbe d'apprentissage, mais ce qui met en évidence, c'est que la courbe d'apprentissage a été essentiellement de l'organisation. C'est vrai qu'encore il y a beaucoup de choses qui sont sur de la bonne volonté en France et qui sont peut-être moins stratifiées que ce que peuvent faire les Asiatiques. Hop. Donc
quand on regarde les facteurs liés à la survie, eh ben, il n'y a pas grand-chose de détonnant en fait. Hein. Finalement, ce qui est lié à un mauvais pronostic, c'est les enfants qu'on broche avec des taux de lactate très élevés en pré-arrêt cardiaque et qui sont le témoin finalement d'une instabilité hémodynamique importante. Et la survenue d'une insuffisance rénale aiguë en post-arrêt et la nécessité d'avoir accès à une épuration extra-rénale grève également le pronostic de ces patients. Il n'y avait pas de relation par contre sur la durée de RCP par rapport à la survenue de l'insuffisance rénale. Donc avec des seuils de significativité évidents sur le lactate, mais bon, qui sont simplement le témoin d'une instabilité hémodynamique pré-arrêt importante. Pour les facteurs liés au devenir neurologique, ils en faisaient pas beaucoup état, mais bon, on peut imaginer que c'est à peu près la même chose. Et quand on regarde cet article adulte, hein, toujours issu de l'Asie, donc ils ont analysé 227 ECMO en rescue d'arrêt cardiaque. Ils ont pu analyser 115 devenirs neurologiques. Et là, ceux qui retiennent en fait comme facteur indépendant de bon ou de mauvais pronostic neurologique. Pour le bon pronostic neurologique, on verra que c'est le taux d'hémoglobine avant branchement qui apparaît comme un facteur prédictif de bon développement neurologique. Et à l'inverse, donc toujours pareil, hein, le taux d'acide lactique pré-arrêt et l'intervalle entre l'arrêt cardiaque et l'initiation de l'ECMO apparaissent comme des facteurs indépendants de mauvais pronostic neurologique. Mais c'est vrai que ça paraît complètement logique finalement. Alors les enfants issus de la filière cardiologique, hein, puisque finalement c'est ce que nous recommandent les sociétés savantes, c'est peut-être de cibler notre population d'ECMO en rescue pour ces arrêts cardiaques. Donc il y a plusieurs papiers là aussi. Hein. J'en ai choisi deux, hein, un de Wolf et un de la série d'Al-Soufi de 2014. Donc la série d'Al-Soufi, c'est que des arrêts cardiaques post-chirurgie cardiaque, et dans le premier papier, il y a quelques indications non opératoires. La survie globale sur ces deux papiers, elle varie de 30 à 50% en fonction des sous-groupes, hein, selon qu'on est dans du post-opératoire ou dans de l'indication cardiologique médicale. Ils ont des résultats discordants sur les arrêts cardiaques concernant les hypoplasies du cœur gauche, puisque dans la série d'Al-Soufi, en fait, le cœur univentriculaire en arrêt cardiaque après le premier stage, finalement, n'apparaît pas comme un élément de mauvais pronostic. Dans la série de Wolf, c'est l'inverse. En fait, hein, le cœur univentriculaire apparaît comme un facteur indépendant de mauvaise survie. Le devenir neurologique, ben, c'est un peu décevant, il reste quand même mal évalué et un petit peu incertain. Donc sur la série de Wolf, en fait, on voit qu'ils ont assisté à 90 arrêts cardiaques. Donc, la majorité, malgré tout, c'était quand même des arrêts cardiaques post-opératoires et quelques arrêts cardiaques non post-opératoires avec des taux de survie quand même beaucoup plus intéressants sur la série des non chirurgicaux. Donc là aussi, en fait, hein, ce qui apparaissait comme des facteurs de mauvais pronostic et qui permettaient de différencier survivants et non survivants, c'était encore une fois la durée de l'ECMO, hein, le caractère post-opératoire de l'arrêt cardiaque. Pour cette série-là, donc le cœur univentriculaire était plus défavorable que le cœur biventriculaire, ce qui paraît quand même plutôt logique. Si on fait un petit focus sur les patients médicaux, hein, ils incluent dans leur série en fait ce qu'ils appellent myocardite ou donc myocardiopathie au sens large en rescue d'arrêt cardiaque. On n'a pas exactement la précision, est-ce que ce sont des myocardites fulminantes qui sont presque arrêtées ou vraiment arrêtées. Il n'y a pas de détails, en tout cas sur cette cohorte-là, il y a 89% de survie dans les suites de l'ECMO en rescue, avec une survie sans transplantation à 78%, hein, puisqu'ils ont dû transplanter un enfant mais qui allait bien derrière. Si on fait par contre un focus sur les patients chirurgicaux, on sait que le délai de temps de survenue de l'arrêt cardiaque, le pic, il est dans les 36 heures qui suivent la chirurgie, hein, et finalement dans la série d'Al-Soufi, sur les
enfants sortant du bloc dans une situation hémodynamiquement instable. C'est la plupart du temps des enfants, et ce qui fait, je pense, le pronostic des univentriculaires dans sa série. C'est des enfants qui sortaient thorax ouvert, bourse en place, avec des délais de mise en route de l'assistance au bout de 5 minutes de réanimation cardio-respiratoire. Alors que dans la série précédente, ils déclenchaient le processus d'ECMO Rescue au bout de 15 à 20 minutes de réanimation. Ce qui est évident et qui apparaît comme un facteur majeur de réussite ou d'échec de l'ECMO, et c'est vrai pas que dans l'arrêt cardiaque, et c'est vrai dans toutes les ECMO post-cardiotomie, c'est vraiment de traquer les lésions résiduelles et de comprendre pourquoi l'enfant a fait un arrêt cardiaque. Et c'est les enfants qui systématiquement, une fois la stabilisation obtenue, étaient soit conduits en salle de cathétérisme, soit scannés, soit screenés pour vraiment traquer une lésion résiduelle pouvant gréver le pronostic de ces patients. Et quand on voit l'étude de Moss de 2006, en fait, on voit que dès qu'on augmente les durées de RCP, ce qui paraît logique, au-delà de 30 minutes, le taux de survie s'effondre à moins de 5%. Et donc, l'attitude très agressive, finalement, d'Al-Soufi lui permet d'avoir des résultats tout à fait corrects. Alors les facteurs pronostiques, ce qui apparaissait comme des facteurs de bon développement, de bonne survie, c'était la durée de réanimation. Bon, mais plus elle est, vous vous en doutez, plus elle est longue, moins la survie est importante. Là aussi, encore une fois, ce qui ressort, c'est le taux de lactate avant l'initiation de l'ECMO pour rescue. Donc plus les lactates sont élevés en pré-arrêt, et bien moins la survie est importante. Et également, ce qui est regardé, c'était le taux de lactate après la mise à l'ECMO et le pic de lactate. Et en fait, les enfants qui circulaient le moins bien avaient des pics de lactate élevés et des survies moins importantes. Évidemment, ce qui ressort aussi, c'est que ceux qui ne normalisent jamais leur acide lactique, eh bien, clairement, ça va pas, ils survivent pas. Donc c'est vrai que ça, entre guillemets, c'est toujours, on est vraiment dans le schéma de ce qu'on disait ce matin, mais c'est les plus malades qui sont vraiment les plus malades. De même que la survenue d'une insuffisance rénale et le recours à une épuration extra-rénale était un facteur de mauvais pronostic, témoin d'un syndrome de défaillance multiviscérale. Donc ça, c'est leur régression linéaire, où on voit en effet que plus la durée de la réanimation augmente, plus la probabilité de décès est importante. Il en est de même pour plus le taux de lactate se normalise rapidement, mais plus la survie est bonne, et à l'inverse, plus le taux de lactate met du temps à se normaliser ou ne se normalise jamais, eh bien ça va conduire au décès. Alors, est-ce qu'il y a une aide à la décision finalement, et quel modèle pour les arrêts cardiaques extra-hospitaliers? Est-ce qu'on a des éléments qui vont pouvoir nous faire dire ça vaut le coup d'assister ce malade, ça vaut pas le coup? Est-ce qu'il y a des facteurs en fait pour un pronostic neurologique ultérieur? C'est ce que s'est attaché à faire Goto au Japon dans de nombreux travaux depuis 2014, et essayer de valider un arbre décisionnel pour aider la prise en charge de ces enfants-là à l'arrivée dans les services de réanimation, dans les services d'urgence. Il y a également beaucoup d'études qui sortent sur l'analyse de la cohorte de l'essai thérapeutique en hypothermie post-arrêt cardiaque pour essayer de déterminer quels sont les facteurs de bon pronostic neurologique ultérieur. Donc, les travaux de l'arbre décisionnel créé par Goto est assez intéressant. Après, c'est vrai qu'il est assez... il découle là aussi d'une logique. Donc il a fait ça sur 2 périodes, avec une période de développement de son arbre décisionnel et une période de validation sur l'année d'après. Il s'est aidé de la database japonaise, qui est conséquente et bien menée. Et donc, qu'est-ce qui déterminait quels étaient les éléments qui retrouvaient des facteurs de survie et de développement PCPC 1 et 2, c'est-à-dire de état neurologique normal ou état neurologique mineur à modéré.
ce qui ressort en fait, le facteur le plus important en fait, c'est la reprise d'une activité cardiaque spontanée avant l'admission à l'hôpital. Donc là, c'est clair que, et c'est vrai que ça paraît quelque part logique, hein, c'est des évidences, avec un odor ratio important. Et les deux autres éléments qui ressortaient, c'était les rythmes initiaux défibrillables qui apparaissaient comme des facteurs de bon pronostic neurologique et l'arrêt cardiaque devant témoin qui permet là aussi, notamment, il y a de grandes différences entre l'adulte et l'enfant puisque lorsqu'un enfant fait un arrêt devant un témoin, eh bien, dans 80% des cas, il va bénéficier de manœuvres de réanimation, ce qui n'est pas toujours le cas chez l'adulte. Et donc, de fait, ça va impacter son devenir neurologique. Il vaut mieux une réanimation mal faite que pas de réanimation du tout. Mais là aussi, ce sont relativement des évidences. Et donc, bon, finalement, ce qui ressortait, c'est qu'il stratifiait ces arrêts cardiaques en quatre boîtes, avec ceux qui avaient qui faisaient partie du groupe de bons pronostics, de pronostics modérés. Et donc ceux qui étaient de bons pronostics, eh bien, c'était l'arrêt cardiaque devant témoin avec une reprise d'activité cardiaque avant l'admission à l'hôpital et plutôt un rythme défibrillable. Et donc ces arbres décisionnels permettaient d'aider les intensivistes en fait à la prise en charge et aussi au management de la famille et à la décision de poursuite ou pas de réanimation. En effet, il paraissait évident dans cet article que pour les patients qui avaient fait un arrêt cardiaque non défibrillable et sans témoin de la scène, il paraissait déraisonnable d'envisager une ECMO à l'arrivée de l'hôpital de cet enfant, puisque on était dans du compassionnel et dans du futile et pas dans du rationnel efficace. Il en a été de même pour la survie, avec une sensibilité, une spécificité autour de 60-70% en termes de survie. Par contre, une bonne spécificité en termes de devenir neurologique, autour de 90-95%. Donc c'est une aide à la décision. Il y a beaucoup de logique finalement dans tout ça. Après, il s'intéressait quel était le devenir neurologique des enfants arrivés morts à l'hôpital, donc sans reprise d'activité cardiaque. Bon, vous imaginez que la survie n'est pas très importante, hein, c'est 6,9% de survie, et surtout un pronostic neurologique favorable que dans 0,99% des cas. Donc évidemment, c'est vrai que ça ne va pas plaider pour mettre en place des mesures très agressives, sauf si on est dans une dynamique, pareil là comme un petit peu chez l'adulte, de brancher pour éventuellement prélever. Donc, et dans ces 0,99%, ceux qui avaient eux aussi, quels étaient ces patients? C'était ceux qui avaient fait l'arrêt devant témoin avec un rythme plutôt défibrillable. Donc quand on s'attache à regarder en fait dans les séries de l'essai hypothermie, quels sont les facteurs associés à la survie et au devenir à 12 mois avec une échelle d'évaluation neurologique, eh bien, qu'est-ce qui plaide, quels sont les facteurs retenus comme bon pronostic? C'est la cause cardiaque à l'arrêt. Hein. Il apparaît dans cette cohorte que les enfants qui vont faire un arrêt cardiaque d'origine cardiaque ont une survie et un devenir neurologique qui est meilleur, probablement parce que du fait de leur cause cardiaque, ils sont aussi plus souvent en rythme défibrillable. Ce qui paraît logique aussi, c'est que moins la durée de réanimation est importante, moins on a de médicaments à utiliser et plus le nombre de doses d'adrénaline est important, mais plus la survie est améliorée. Et ça, la durée de RCP est assez bien corrélée au devenir neurologique, hein, puisque encore Goto, tout récemment en octobre 2016, en fait, il montre qu'en préhospitalier, une durée de réanimation cardio-respiratoire au-delà de 42 minutes chez un enfant, c'est moins de 1% de survie avec un pronostic neurologique favorable. Les données biologiques, en fait, qui ressortaient comme pouvant aider à la décision sur le pronostic neurologique ultérieur, c'était là aussi des enfants qui ne circulent pas, en gros un pH inférieur à 7, un taux de lactate supérieur à 10 et une hyperglycémie au-delà de 3,5 apparaissaient comme des éléments de pronostic défavorables. Et donc tous ces éléments peuvent aider en pratique, certes à la décision de la mise en place d'une ECMO, mais surtout à un conseil aux familles. Dans cette même cohorte, c'est un papier que j'ai pas mis en fait, ils sont regardés quel était le statut neurologique de l'enfant
à la sortie à 1 mois. Et en fait, ce statut neurologique, en fait, il était très bien corrélé au statut neurologique à 12 mois, avec quasiment pas d'évolution. C'est-à-dire que ceux qui étaient vraiment dans un état neurologique dégradé à la sortie de l'hôpital, eh bien, restaient ou gagnaient une classe. C'est-à-dire qu'ils passaient de PCP 5 à PCP 4, hein, mais pas plus. Et à l'inverse, ceux qui étaient en PCP 1, PCP 2, eh bien, on pouvait être quand même tout à fait rassurant à la sortie de l'hôpital, puisque ils allaient avoir un pronostic neurologique qui allait persister sur les 12 mois. Donc un cas particulier, c'est l'arrêt cardiaque en hypothermie. Donc par neuroprotection, en fait, hein, l'hypothermie, donc les arrêts cardiaques sur les patients, les enfants immergés dans l'eau froide ou les accidentés d'avalanche peuvent être retrouvés à des températures inférieures à 25 degrés. Et donc on sait que cette hypothermie va entraîner une diminution de la consommation d'oxygène du cerveau et va potentiellement protéger le cerveau. Et peut autoriser peut-être une réanimation un petit peu plus agressive. En tout cas, une réanimation, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut mettre en place une ECMO et après compter les points. Alors ça nécessite bien évidemment des protocoles d'inclusion drastiques avec un contrôle des syndromes hémorragiques. Il est inutile de brancher un ECMO des patients hypothermes en syndrome hémorragique non contrôlé avec un syndrome de défaillance multiviscérale déjà présent. Et l'absence de témoins, là aussi, dans la série que je vais vous présenter, était rédhibitoire pour la mise en ECMO. Le problème de ça, c'était de risquer d'assister des patients décédés. Quel impact sur l'éthique, quel coût cela implique pour nos politiques de santé, et il mettait en évidence un rôle pronostic peut-être de la kaliémie, sous réserve qu'en fait c'était de toutes petites séries, hein, puisque vous voyez il y a quand même pas beaucoup de patients, mais un taux de kaliémie supérieur à 4,7 apparaissait comme la plupart du temps un échec de survie à l'ECMO. Et donc dans cette unité, ils ont pris le parti de mettre un cutoff à 6, hein, c'est-à-dire que les patients victimes d'un arrêt cardio-respiratoire en situation d'hypothermie profonde, avec une kaliémie supérieure à 6 à l'admission, n'étaient pas branchés à ECMO, puisque le taux de survie était nul. Et avec des impacts financiers non négligeables sur la prise en charge de ces patients. Donc en conclusion, l'ECMO en risque de l'arrêt cardio-respiratoire pour l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, je pense qu'il a toute sa place, et notamment pour les patients issus des filières cardiologiques, hein, avec la nécessité d'un protocole interne à chaque hôpital relativement rigoureux. Là aussi, comme on en parle depuis ce matin, nécessité d'une cohorte de suivi pour savoir ce que deviennent ces enfants-là sur le plan neurologique. Est-ce qu'un arbre décisionnel peut nous aider pour essayer d'évaluer au mieux le pronostic neurologique avant la mise en place de l'ECMO? Enfin, donc l'ECMO dans le cas particulier de l'arrêt en hypothermie, voilà. Les outils d'évaluation neurologique, c'est un petit peu tout ce qui vous a été dit jusqu'à maintenant, hein. C'est-à-dire que tous les articles qu'on retrouve sur le neuromonitoring de l'enfant en arrêt cardiaque, hein, ça reprend le NIRS, le Doppler, mais avec énormément de difficultés en fait à valider un outil pour prédire le devenir de ces patients. Il y a une étude adulte toute récente qui s'attache à regarder le ratio substance blanche, substance grise dès le branchement en ECMO. Donc c'est des patients qui sont branchés en service d'urgence, qui sont transportés vers le scanner et ensuite qui sont admis en réanimation. Et alors c'est que sur 8 patients en fait, ils analysent 5 zones cérébrales, et en fonction du ratio, ils arrivent sur ces 8 patients en fait à déterminer lesquels vont avoir un réveil neurologique favorable, sous réserve que c'est que sous 8 patients et que ça demande à être approfondi. Là, je vous ai remis en dernier les recos français. Oui, alors c'est cette belle diapo avec notre beau dessin, c'est Karine Campistron. Elle est là? Elle est là? Elle est où? Elle est partie. Eh ben, c'est elle qui a fait ce magnifique gâteau en pâte à sucre et qu'on garde comme logo. Revenons à l'arrêt cardiaque. Sur l'étude qui vient de parler juste à la fin, j'aimerais avoir l'avis des neuropédiatres. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette étude-là, cette idée de
d'être capable de différencier d'une façon très précoce. Si ça marchait, ça serait assez extraordinaire. Tu as un micro? J'aurais dit que la difficulté, c'est quand même que l'enfant n'est pas un petit adulte, que l'analysation est en cours, et que selon l'âge... Là, je pense que vous serez tous d'accord de dire que la clamylisation est en cours et que cette différenciation blanc-gris sur le scanner chez un enfant, elle est vraiment beaucoup plus à prendre avec des pincettes chez l'enfant. C'est ça qui est difficile. Ça dépend aussi de l'âge, parce que si on parle du nouveau-né ou quand on parle des ados, l'arrêt cardiaque, il y a les ados, il y a tout ça. On parle d'arrêt cardiaque chez un ado accidentel ou comme ça, effectivement, c'est intéressant. Mais c'est toujours pareil, il faut pas faire prendre des risques aux patients et plutôt compter les points après, si jamais on peut le sauver par l'école. D'accord, on attend de voir ce que ça va donner dans la suite. Juste le point sur l'arrêt cardiaque en hypothermie. En effet, quand on nous propose un patient qui était en hypothermie, on se dit on a plus de chance. Alors on a tendance à y aller assez vite, je pense dans toutes les équipes à faire ça, sauf que on a beaucoup de mal à savoir le no-flow. Souvent l'hypothermie, c'est que on l'a perdu de vue quand même pendant un moment avant que les gens le retrouvent. Donc on s'expose à la même chose et on en a mis sous ECMO, réchauffé, et malheureusement le pronostic neurologique n'était pas bon. À l'inverse, il y a eu des résurrections extraordinaires. C'est pour ça que là aussi on y va, mais on manque encore de paramètres très fins, d'adéquation entre le no-flow, la profondeur de l'hypothermie. Ça, c'est pas simple. Vous observez des valeurs biologiques là, qui disent dans cet article, vous regardez le potassium? Non, on ne regarde pas le potassium aussi précisément que cette étude donnée. Là, je pense que ça aussi, ça va être un point à suivre. Ça va être très important. Moi, je voudrais insister sur quelque chose, c'est l'organisation des équipes pour être capable de prendre des patients en arrêt cardiaque et sous ECMO. Quand on propose à un réanimateur de recevoir un patient qui est en cours de réanimation d'un arrêt cardiaque, on imagine, on se met à compter. Ça fait le no-flow, c'était combien, et le low-flow est plus ou moins efficace, c'est combien, et en combien de temps, nous, on va démarrer l'ECMO. Si à la fin de ce calcul, on est à 90 minutes, ou 100 minutes, ou 120 minutes, on sait que déjà on a perdu. Et c'est terrible d'être obligé de dire, je fais mon calcul, et en fait, ça va pas être possible. Et la dimension encore qu'on rajoute en pédiatrie, on peut pas du tout négliger, c'est l'aspect compassionnel. C'est très compliqué de dire non sur un arrêt cardiaque pédiatrique. J'aimerais avoir l'avis de tous les décideurs. Comment vous faites dans ces cas-là? Tout à l'heure, tu l'as perdu? Souvent, la question arrive à moi en fin de compte, parce que je pose les ECMO sur les enfants. Donc, j'ai pris la décision, quand c'est un arrêt cardiaque chez un enfant qui arrive aux urgences, toujours un arrêt cardiaque, je refuse à tous les coups de mettre l'ECMO. Quel que soit l'état compassionnel ou... C'est aussi des questions de moyens, des questions de coûts, tout rentre en ligne de compte à ce moment-là, c'est clair. Non, parce qu'il y a très peu de bons résultats quand l'enfant n'a pas récupéré à l'arrivée aux urgences. Oui. Ça dépend vraiment du timing, comme il a montré tout à l'heure. Le 0-30 minutes, il est très très important. Il y a pas mal de publications dans ce sens-là. Si vraiment, si on a l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, on y va en général. En effet, s'il arrive aux urgences, mais qu'on n'a pas vraiment d'idée du délai, le plus raisonnable, c'est pas le faire. L'équipe nantaise? On l'a fait à titre compassionnel pour une autre équipe. Nous, on ne voyait pas les parents, c'était plutôt l'autre équipe qu'on avait au téléphone. Donc, on ne recommencera pas. Effectivement, tout ce qui est hors hôpital, même hors service, voilà, ça dépasse les 120 minutes. Il y a un arbre, une aide quand même SRLF qu'on utilise, et tu n'en as pas parlé. Je pense que c'est bien de ne pas en parler, parce qu'il y a un truc dedans. C'est les signes de vie. Les signes de vie sous massage. Et ça, je pense que ça nous a induit en erreur très souvent. ETCO2, on a cannulé des nouveau-nés avec 0 ETCO2 qui n'ont pas de séquelles. Et puis à l'inverse, on entend du 20-25 de TCO2. Et puis voilà. Les mouvements, je pense que c'est impossible de dire. Donc nous, vraiment, c'est no flow, c'est 120 minutes. Donc, ce qui fait qu'en UMAC, on refuse quoi maintenant, voilà.
Et puis par contre, dans le service, on a quasiment, c'est quasiment sous-cortical, quoi. On met en ECMO, puis après on réfléchit. Voilà. Pierre-Louis, il est tout au fond là-bas, si tu veux lui passer le micro. Non, c'est pour t'avoir sur le film. Les indications intra-hospitalières, oui, on va essayer de mettre une assistance. S'il y a une indication sur un arrêt intra-hospitalier, donc dans un service, là, c'est peut-être eux qui ont le meilleur pronostic. Donc après les arrêts cardiaques extra-hospitaliers, sur la problématique de l'UMAC, par exemple. On s'est rapidement aperçu, même pour des hôpitaux pas très loin, que mettre en place l'UMAC pour aller mettre une ECMO, ça rentre pas dans les clous. Donc dans ces cas-là, on demande au SAMU de nous ramener le patient le plus vite possible. Dans les quelques cas qu'on a cannulés en arrêt cardiaque sur les deux dernières années, c'est 100% de décès pour ceux qui sont en arrêt au moment de la cannulation. Les meilleurs pronostics, et c'est le message qu'il faut peut-être faire passer, c'est celui qui a fait un arrêt cardiaque et qui a récupéré. Là, il y a une indication à lui mettre une ECMO au décours de la récupération avant qu'il fasse un autre arrêt. Et on a eu un cas il n'y a pas très longtemps à Robert Debré, d'un enfant qui a fait un premier arrêt qu'ils ont récupéré. Ils n'ont pas eu le temps de nous appeler, un deuxième arrêt, etc. Et au fur et à mesure, après, au bout du 3e ou 4e arrêt, là, on est dans une situation d'arrêt qui ne récupère pas. Et là, le pronostic, il est... Donc, probablement que le meilleur succès, c'est ceux qui ont fait un arrêt et qui a récupéré à un moment donné. Ceux-là, peut-être qu'il y a une place pour l'ECMO. Ça, c'est complètement vrai, j'en ai pas parlé, mais il y a un article très, très bien fait aussi qui date de 2007, mais qui montre clairement une meilleure survie chez les patients branchés à l'ECMO en post-arrêt cardiaque versus ceux qu'on laisse en instabilité finalement hémodynamique derrière. Nous, dans le service, voilà, c'est vrai que les deux succès sur ces arrêts cardiaques, c'est 2 enfants en fait récupérés de l'arrêt cardiaque, mais branchés immédiatement derrière un ECMO parce qu'on a vu de suite que il allait repartir à l'arrêt. Donc avant qu'il reparte à l'arrêt, on a branché, voilà, c'était un nourrisson et une petite de 3 ans. Et c'est vrai qu'avec de bons résultats pour ces 2 patients-là. Jean-Baptiste. Pour rebondir sur ton topo précédemment, nous avons l'habitude dans le service de réanimer dès le départ, de mettre des NIRS. Et effectivement, on a des meilleures survies quand les NIRS sont meilleurs avant la mise sous ECMO, sous massage. Oui, c'est un des paramètres, évidemment. La NIRS comme premier monitoring de l'arrêt cardiaque, ça paraît très simple, mais quelquefois c'est oublié. Et donc, si on arrive à remonter la NIRS très très vite par la façon de réanimer, l'aspect low flow, il n'est pas low flow, c'est qu'on fait un flow correct. Ça aussi, c'est un point très important, hein. C'est sûr que les massages pas très bien faits, où on se contente de mesures de pression artérielle sur un malade très vasoconstricté, ça nous dit pas ce qui se passe au niveau du cerveau. Et c'est vrai que mettre la NIRS dans l'arrêt cardiaque, et là il y a pas mal de travaux là-dessus, c'est vraiment un des points de monitoring. On en a pas beaucoup, mais celui-là, il faut pas le louper, quoi. On le voit, tous les patients réanimés avec un monitorage invasif ou semi-invasif, que ce soit la pression sanglante, la NIRS, même la saturation transcutanée, hein, tous les enfants réanimés avec ceux qui gardent un signal de saturation transcutanée, c'est, comme le dit Philippe, en fait témoin quand même d'une efficacité de la réanimation et en faveur d'un pronostic favorable, et ça vaut le coup de continuer à se battre à ce moment-là. Continuer à se battre, on va... Ah, le neuropédiatre veut parler encore. Oui, Fred, je voulais juste vous dire vas-y. quelque chose pour revenir à la paraclinique dans l'état neurologique. C'est que c'est quand même validé chez l'adulte les potentiels évoqués somesthésiques. Alors tu en parlais un petit peu, Pierre-Louis. Le problème, c'est que c'est opérateur dépendant, mais à Lille, par exemple, ils ont mis en place une astreinte et c'est témoin pas seulement de la mort cérébrale, mais aussi beaucoup de l'état végétatif, certains. Et donc, on peut dire que quand on branche un patient en ECMO après un arrêt cardiaque, si on arrive à avoir quelqu'un qui sait faire les potentiels évoqués somesthésiques chez l'enfant, c'est validé chez l'adulte, pas encore chez l'enfant, mais on sait très bien intellectuellement que c'est une valeur certaine, quoi. Donc il faudra travailler là-dessus dans l'avenir comme élément paraclinique. Donc on retient ce paramètre supplémentaire. On va s'arrêter là, parce qu'il y en a plein qui doivent repartir loin. On va remercier tous ceux qui ont fait l'effort de venir de partout en France, les Italiens, les Belges et les Libanais pour venir au club ECMO Pédia, et ça c'est une performance.
Donc merci à tous et en principe, dans l'année, il y en aura une autre. Il y aura un autre club. Voilà. Au revoir.